Il faut voir aujourd'hui que les menaces peuvent prendre plusieurs formes. Tout d'abord, la petite criminalité et les petites nuisances. Celles-ci sont en forte croissance. Ici, la police a besoin de plus d'effectifs et de moyens, et surtout d'un système judiciaire efficace et sévère. La tendance, malheureusement, n'est pas bonne parce que de nombreuses lois ne sont pas appliquées, et un grand nombre de criminels condamnés ne purgent pas leur peine de prison à cause du manque de place dans les prisons, sans parler d'une tendance à donner la faute à la société au lieu de les responsabiliser. Ensuite, plus sérieux, il y a les mafias et la grande criminalité, qui prennent de plus en plus le contrôle de grandes zones urbaines dans les grandes villes et dans lesquelles les trafics peuvent avoir lieu. C'est le cas de quartiers entiers de Naples, Milan, Paris, Lyon, Marseille, Bruxelles, Francfort, Berlin, etc., qui sont entièrement sous le contrôle de gangs et où la police, considérée finalement comme un concurrent ou un empêcheur de tourner en rond par ces criminels, eh bien ne peut plus aller, ou alors de manière très ponctuelle. Là aussi, le problème est non seulement celui des moyens, mais aussi de la coopération internationale entre services de police et d'enquête. La violence de ces mafias, on l'a vu en Italie et en Russie, peut être considérable et la formation de la police doit donc s'y adapter. Ensuite, en cas de crise très violente, qui peut être provoquée par l'effondrement de l'économie et des services publics, on peut imaginer plusieurs scénarios. Alors dans le cas fort croissant de violences de plus en plus graves avec des criminels équipés d'armes de guerre, on ne peut pas demander à la police de se sacrifier inutilement. Et c'est une question de moyens, de formation, et finalement, pour lutter contre des criminels armés, lourdement armés, il faut créer des troupes d'intervention d'élite qui sont proches, en tout cas en formation, des troupes militaires. Alors, malheureusement, c'est difficile à employer, ces troupes seront difficiles à employer, car le criminel a pour lui un grand avantage, l'effet de surprise. Ensuite, il y a le cas des émeutes. Alors ici, la police est très professionnelle et c'est très bien gérer les grandes émeutes. On a vu en 2005 en France, par exemple, lors des émeutes dites de banlieue, il n'y a eu aucun mort. La police a su rester en réserve, la police est très efficace. Malheureusement, si la violence devient très grave et très diffuse, on peut craindre que les forces de l'ordre ne soient débordées et que beaucoup, finalement, choisissent de rester chez eux, protéger leur famille, ce qui serait compréhensible. Et alors, si l'armée devait intervenir, cela serait sûrement extrêmement violent, et parce que l'armée est très efficace. Et seule l'armée a une formation de combat urbain, combat qui est parmi les plus difficiles et stressants qui soient. Et on peut se demander, à ce moment-là, si les armées professionnelles sont suffisamment nombreuses pour faire régner l'ordre partout. Quant aux armées territoriales de conscription de milices, on peut aussi se demander quelle est leur formation pour ce genre de pacification du territoire et quel est leur risque de passer du côté des insurgés, si on veut. Alors, surtout dans le cas des insurrections de type populaire. Alors, on voit aux États-Unis aujourd'hui, avec le mouvement de 99%, on peut imaginer que la garde nationale, qui est finalement composée de citoyens américains comme les autres, ou même l'armée, si elle devait être utilisée sur le territoire américain, jusqu'à quel niveau de violence serait-elle prête à aller avant de passer finalement du côté du peuple? Et c'est déjà arrivé lors de nombreuses révolutions, c'est arrivé pendant la Révolution française, c'est arrivé en 1917, lors de la Révolution russe, où les Cosaques de l'armée du Tsar, envoyés réprimer la révolution, sont passés du côté du peuple. C'est ce qui a fait basculer le début de la Révolution. Alors il faut savoir que les armées se préparent à des crises et se préparent à contrôler les foules. Par exemple, aux États-Unis, en ce moment, en 2011, a eu lieu l'exercice Unified Quest, qui a eu comme objectif de former les forces armées à la gestion des crises et à la mise de la population dans des camps. Les Marines ont même envoyé une délégation dans une grande banque, JP Morgan, pour apprendre comment fonctionne la finance. Enfin, il faut se poser la question de la protection des VIP, des personnalités, car si une population excédée décidait d'aller au domicile des dirigeants politiques et des dirigeants des grandes entreprises, notamment bancaires, et se faire justice soi-même, on peut se demander comment les forces de l'ordre peuvent réagir et être prêtes à cela, en plus de toutes leurs fonctions déjà actuelles. Alors c'est vrai que la police a déjà beaucoup de travail et le fait très bien. Je crois que dans la plupart des pays occidentaux, notamment ici en Suisse, la police fait un très grand travail et moi-même je la soutiens le plus possible et je ne dis pas seulement cela pour éviter d'avoir des amendes.
Alors en cas de crise économique, les criminels en puissance vont d'abord s'en prendre aux magasins de biens de consommation. C'est comme ça. Ils sont programmés comme ça par la télévision et par notre société. Donc, en premier, ça va être Nike Store, Apple Store, etc. Ensuite, ils vont voir qu'une télé à écran plat, ça ne se mange pas, et ils vont aller piller les supermarchés et supérettes. Mais il n'y aura plus grand-chose, car d'abord, vous et moi serons passés avant, et ensuite, il n'y a de toute façon pas de stock. À ce moment-là, ils commenceront à s'attaquer aux appartements et aux villas, afin de voir s'il n'y a pas de la nourriture ou des biens précieux à voler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens, bien que n'ayant peur de rien et capables d'hyperviolence, en fait ne sont pas formés au combat, et surtout pas au combat urbain. Et en fait, seront un petit peu des bras cassés. Donc, l'honnête citoyen peut se défendre de manière efficace. Alors pour ça, il faut se préparer de la manière suivante. Tout d'abord, mental. Comprendre la nature des dangers et se préparer à répondre avec divers scénarios. Donc ça veut dire que vous devez imaginer quels peuvent être les scénarios typiques auxquels vous allez être confronté. Que se passe-t-il si quelqu'un rentre par effraction dans votre maison? Que se passe-t-il si quelqu'un vous agresse dans la rue, etc., etc. Préparation mentale. Ensuite, préparation physique. C'est très simple, mais il faut être en forme. Pour cela, rien de tel que des sports d'endurance que vous allez pratiquer très régulièrement. Du vélo, de la natation, de la course à pied, etc. Et en plus, commencez à faire un sport de combat, comme du systéma, du krav maga, du judo, etc. Ça vous permettra d'avoir une préparation physique qui vous permettra de répondre en cas de danger et en cas d'agression. Ensuite, il y a une préparation technique. Ça peut être des systèmes d'alarme, ça peut être une défense physique, blinder vos portes, par exemple, renforcer vos fenêtres. Et puis, ça veut dire aussi, pourquoi pas, vous équiper d'une arme. Encore une fois, cela est dépendant d'une bonne préparation mentale, car on ne peut pas avoir simplement une arme et être en sécurité. Il faut savoir comment l'utiliser, il faut savoir la manipuler, être compétent avec celle-ci. Et il faut savoir ce que l'on fait, parce qu'une arme peut être dangereuse, tout d'abord pour soi-même, pour ses proches, surtout si elle est dans des mains non expertes. Finalement, que ce soit un couteau, un fusil d'assaut ou un club de golf. Et dans tous les cas, il faut bien se rappeler du cadre légal qui régit l'utilisation de la violence en cas d'autodéfense. Ce serait bête de se retrouver en prison pour avoir exagérément puni une agression, voire une agression qui n'en est pas une. Voilà, à la fin, il faut aussi ne pas prendre de risques inutiles. Et bon, je l'explique dans mon livre, mais vous trouverez une excellente information sur l'autodéfense dans un livre qui s'appelle Protégor, que je vous conseille, il est vraiment très très bien. Selon une étude d'IBM et du FBI, la cybercriminalité coûtait déjà en 2006 plus de 67 milliards de dollars. Et ça, ce n'est que pour les fraudes de cartes de crédit, la perte de propriété intellectuelle et l'usurpation d'identité. En fait, on peut identifier 4 grandes infractions. Tout d'abord, la falsification et la fraude. Ensuite, il y a l'infraction de contenu, par exemple des propos contraires à la loi ou de la pédopornographie, par exemple, qui est illégale. Ensuite, il y a l'atteinte à la propriété intellectuelle, des copies illégales, du partage illégal de fichiers, etc. Et enfin, il y a les infractions contre la confidentialité, l'intégrité et les droits connexes à celle-ci. Par exemple,
l'accès illégal, l'atteinte aux données, donc la destruction de données, actes de sabotage, déni d'accès, etc. Et à ceci, on peut y ajouter les infractions suivantes, à mon avis. Tout d'abord, il y a le spam, c'est-à-dire l'envoi de courrier, de courriel électronique non souhaité. Il y a l'harcèlement, harcèlement à titre privé ou à titre professionnel. Ensuite, il y a les trafics, comme pour la drogue par exemple, où beaucoup de deals sont faits en ligne de manière anonyme. Ensuite, il y a le cyberterrorisme, où il y a la discussion éternelle entre qu'est-ce que propagande et qu'est-ce que liberté d'expression, mais finalement, l'organisation de réseaux terroristes utilise les réseaux pour s'organiser. Ensuite, il y a la cyberguerre, où on parle de déni de service, propagande également, sabotage de systèmes électroniques clés, comme par exemple le réseau électrique, la téléphonie mobile ou des systèmes de défense et de combat. Aujourd'hui, les radars, l'avionique, beaucoup de véhicules, etc., sont sensibles et vulnérables à des attaques. Les États-Unis, Israël, Chine et la Russie sont notamment très avancés dans ces domaines et ont des départements très sophistiqués avec des équipes aguerries. Alors, comment se prévenir contre la cybercriminalité et la cyberguerre? Alors, tout d'abord, il faut voir quelle législation s'applique. Est-ce qu'on a une législation internationale? Est-ce qu'on a une législation locale? Ensuite, quels sont les moyens d'enquête et de procédure pénale? Quelles preuves s'appliquent et comment les recueillir? Enfin, il y a la coopération internationale qui est nécessaire. Si un criminel utilise des serveurs aux îles Caïmans, est-ce que nous sommes capables de collaborer avec les forces d'enquête et avec les tribunaux de ces pays pour arrêter ou pour saisir les coupables? En fait, pour la défense nationale, c'est vraiment un domaine très important et très nouveau. La première question, c'est de savoir quelle branche va s'en occuper. Aux États-Unis, par exemple, c'est l'armée de l'air. Mais on peut se demander qui va être responsable de la protection des réseaux et finalement du cyberespace d'un pays. Et quels vont être les moyens mis à disposition et les compétences nécessaires. Quelles vont être aussi les formations continues, puisque la technologie évolue tout le temps. Et peut-être cocasse, mais très important, quelles vont être les motivations des gens qui vont travailler là-dedans. Parce qu'on peut imaginer que des jeunes très au fait des technologies et très avancés seront les personnes qu'il faudra avoir, mais elles seront peu à l'aise dans une hiérarchie militaire avec un uniforme et une structure autoritaire. Donc ça va être très intéressant et difficile de réinventer une manière de travailler pour défendre un pays. Finalement, le moyen de lutte le plus efficace, c'est de ne pas être dépendant de ces réseaux informatiques. Mais on imagine bien que c'est devenu quasiment impossible tant la technologie est présente partout.